Bonjour à toutes et à tous et bienvenue si vous nous rejoignez. Voici le sommaire. Ce 21 septembre, c'est la journée internationale de la gastronomie, une journée qui célèbre le patrimoine gastronomique et son incroyable richesse. Zoom sur le patrimoine du Bénin dans ce journal. L'autre journée célébrée ce 21 septembre est la deuxième édition du World Cleanup Day, journée internationale du ramassage de déchets sauvages. Une occasion pour sensibiliser les citoyens sur l'importance d'un cadre de vie sain. Enfin, la ville de Cotonou aspire à plus de salubrité et cela dans le plus grand respect de l'environnement. Une répression est lancée contre toute personne qui participe à rendre la ville insalubre. Bienvenue si vous nous rejoignez. Je le disais donc dans les titres, ce samedi 21 septembre, on célèbre la journée internationale de la gastronomie. Au Bénin, l'art culinaire joue un rôle essentiel dans le développement du tourisme et elle peut même être un pilier de la croissance économique. À cet effet, justement, des initiatives privées sont prises pour valoriser et révéler aux Béninois les mets traditionnels. État des lieux des spécialités gastronomiques du Bénin, c'est avec René Kofi et Patrick Adiagodjou. C'est dans cette cuisine que Valérie, restauratrice, vit au quotidien sa passion pour l'art culinaire. Elle prend du plaisir à concocter certains délices traditionnels pour satisfaire les papilles gustatives de ses clients. Son goût pour la cuisine vient de la diversité des recettes culinaires dont regorge le Bénin, son pays. Des recettes malheureusement en voie de disparition. Il y a le yoyoé. Yoyoé, c'est un plat toujours à base de farine de maïs qui est souvent consommé à Bomé, Boycon et autres. Je n'en trouve plus souvent. Il y a le avata que beaucoup de la jeune génération ne connaît même pas ce que c'est. C'est une recette faite à base de feuilles de manioc et toujours de farine. Il y a aussi ablo-yoki. Il y a tellement de recettes qu'on ne trouve plus aujourd'hui facilement. Il faut aller chez sa grand-mère, il faut aller au village pour les retrouver et c'est dommage. Affectés par la disparition de ces mets, autrefois prisés par nos grands-parents, Valérie et Lorraine font partie du nombre restreint d'amoureux de l'art culinaire qui ont décidé d'offrir aux consommateurs des plats venus de toutes les régions du Bénin. Tout de suite, quand nous avons sorti notre carte pour le restaurant, beaucoup étaient étonnés de voir le nombre de plats béninois que nous avons mis sur la carte. Et c'est ça qui fait qu'ils viennent souvent, puisqu'ils ne l'ont pas ailleurs. Je fais partie quand même de ceux-là qui ont osé dire on peut faire ça dans un restaurant. Et ça a vraiment pris. C'est une initiative qui enchante les passionnés des mets locaux. C'est le cas de Herman, qui s'offre le plaisir de déguster presque tous les jours des plats typiquement béninois. Oui, là, vous me surprenez en train de manger du djongoli au poulet, un plat béninois comme vous le voyez. Et moi, j'ai souvent du plaisir à prendre les plats béninois. Herman est aussi bien conscient que la gastronomie béninoise souffre d'un manque de visibilité. La gastronomie béninoise a une grande valeur, mais une valeur qui, malheureusement, je pense qu'elle est sous-cotée, même à l'intérieur du Bénin. Quand vous prenez une béninoise, elle peut faire facilement des pâtes alimentaires, du macaroni et tout. Vous prenez une européenne, une italienne ou bien je ne sais pas, elle ne peut pas vous faire du djongoli par exemple. Donc on manque vraiment d'une culture réelle à l'exportation. Pour ces promotrices des mets béninois, l'espoir est toujours permis pour pérenniser les recettes de grand-mère. S'il y a quelque chose à faire, c'est de le faire au plus tôt pour que quand même cette merveille, moi je l'appelle une merveille parce que c'est passionnant, c'est très beau d'avoir ces mets-là, ces plats-là chez nous. Nous avons une richesse. C'est vrai qu'au Bénin, on fait pas mal d'efforts, c'est pas mal, mais on doit faire encore mieux. Le présenter dans de grands salons, le présenter ailleurs, je le veux. Je voudrais qu'un jour, ça je l'ai toujours dit, qu'un jour quand on me dit, est-ce que tu connais le Bénin? On va me dire, ah, le pays où on mange à Mio là. Oui, je serais vraiment ravie. L'art culinaire fait partie intégrante de la culture d'un pays. Ne pas le promouvoir,
c'est renoncer à son identité. L'autre journée célébrée ce 21 septembre est celle de la 2e édition de la World Cleanup Day, journée internationale du ramassage des déchets sauvages. À l'occasion, des bénévoles du monde entier vont se réunir pour débarrasser la planète des ordures à travers le nettoyage des plages, rivières, forêts et rues. Au Bénin, justement, plusieurs activités sont prévues dans 11 communes. Hector Wigman, membre du comité d'organisation de la World Cleanup 2019, donne plus de précisions sur cette journée. Il est au micro de Rodrigue Babagbeto. Le World Cleanup Day, c'est la journée mondiale du nettoyage de notre planète. Et nous en sommes à la 2e édition par rapport à la nouvelle version. Parce que les années antérieures, c'était des initiatives éparses. Mais à partir de 2018, après 10 ans d'existence, la fondation Let's Do It World a décidé à ce que tous les nettoyages se passent en une même journée. Ce n'est pas décrété, ce n'est pas voté par une loi. Jusque-là, c'est une initiative mondiale de bénévoles qui ont pris à cœur la question de l'environnement et qui veulent s'investir pour vraiment faire prendre conscience sur la nécessité d'agir pour avoir de bons comportements face aux déchets. C'est un ramassage bon enfant, comme on dit. Un ramassage bon enfant. Vous avez votre balai, vous avez votre sac poubelle, vous avez votre gant approprié, et puis hop, c'est parti. L'année dernière, nous avions travaillé sur 9 sites, mais cette année, nous allons travailler sur 23 sites, de Cotonou jusqu'à Tunkuntuna. Ça ne veut pas dire que le 21 septembre, que c'est la journée où il faut nettoyer et puis bon, ça s'arrête là, que la planète est propre. Non. Par rapport à cela, au niveau mondial, on est déjà en train de réfléchir à la mise en place d'un clean plan, c'est-à-dire un plan pour garder la planète propre, de façon pérenne, afin que ce que nous avons ramassé l'année dernière comme déchets ne soit plus obligé de revenir encore l'année suivante pour ramasser encore les mêmes choses. Et parlant justement de la salubrité, et cette fois-ci dans la ville de Cotonou, sachez-le, désormais les pollueurs sont dans le viseur de la police républicaine. Elle a décidé de réprimer toute personne qui ferait ses besoins en pleine nature. Pourquoi, par exemple, ne pas uriner dans la rue en polluant l'environnement? La répression engagée par la police républicaine est-elle opportune? Eh bien, des citoyens béninois apprécient. Qui ne s'est jamais pincé le nez en passant dans certaines rues de la ville de Cotonou? Les odeurs d'urine constituent aujourd'hui un véritable problème pour l'environnement et la santé humaine. Lorsqu'on urine en plein air, il y a un certain nombre de sous-produits de l'urine qui ont des dangers pour la santé humaine, notamment l'ammoniac, c'est-à-dire l'urée, qui est le principal composant de l'urine, dégage une odeur ammoniacale. La population qui est exposée à l'urine respire de l'ammoniac, ce qui est déjà dangereux pour l'organisme. Mais sachez que dans l'urine, il peut y avoir des germes, des microbes. Et ces microbes retrouvés dans la nature peuvent avoir des conséquences, peuvent avoir des effets sur la santé humaine. Pour remédier à cette pollution, les autorités ont lancé une répression différemment appréciée par la population. Donc ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'urinoir qu'un individu est autorisé à aller uriner sur les lieux publics. C'est inadmissible. Et si l'envie vous prend, urinez dans un sachet, mettez ça dans votre poche et rentrez avec ça. C'est le bon sens également. Vous avez des urinoirs publics. Et un citoyen jette par exemple, urine partout là où il veut, mais là vous pouvez sévir. On peut sévir dans ce cas-là. Mais s'il n'y a pas d'urinoir, il urine là où il veut, mais vous l'arrêtez. Ben, chez moi, je ne sais pas. Je ne sais pas pourquoi. De toute façon, si le premier geste n'est pas fait, moi, je ne pense pas que c'est nécessaire d'arrêter les gens parce qu'ils urinent partout. Uriner sur la voie publique est une infraction et est répréhensible par la loi. Mais avant la répression, il faut des préalables. C'est à juste titre que l'on réprime ce comportement-là. Mais ce qu'on aurait dû faire, c'est de sensibiliser la population, c'est de rappeler à la population l'existence de ces dispositions juridiques et ensuite voir s'il n'est pas possible
de doter certaines places publiques de grande fréquentation d'urinoirs, histoire donc de permettre à ceux qui fréquentent ces places-là de se soulager quand ils auront envie d'uriner. La prise de conscience des populations passe également par une éducation environnementale. À la base, l'enfant sait qu'il ne doit pas uriner en plein air. À l'école, lorsqu'il a envie d'uriner, il demande l'autorisation, on lui accorde l'autorisation, il sort et il va dans les toilettes pour uriner. Donc, je pense qu'il faut réveiller cette façon de faire pour espérer que dans les tout prochains jours, toutes prochaines semaines, qu'au niveau de la population, que cela puisse prendre. Uriner est un besoin naturel. Le faire dans des endroits appropriés est encore mieux. Il y va de la santé des populations. En nouvelle brève à présent, le gouvernement ivoirien a conclu cette semaine un accord de financement avec un groupe britannique spécialisé dans les matériaux médicaux. La convention, qui porte sur un montant de 214 milliards de francs CFA, va permettre de doter 4 villes de 4 centres hospitaliers régionaux équipés de matériel de dernière génération. Ces fonds vont également permettre de construire 2 hôpitaux généraux d'une capacité de 80 lits dans 2 centres-villes et de les équiper de matériel de soins de qualité. Lomé au Togo a abrité cette semaine une rencontre régionale de 9 pays d'Afrique de l'Ouest francophone et des experts de haut niveau dans le cadre d'une rencontre de l'Organisation ouest-africaine de la santé. La session a permis à l'organisation ainsi qu'aux différentes représentations nationales présentes de plancher sur le rôle des agents de santé communautaires dans l'atteinte de la couverture sanitaire universelle d'ici 2030. Suivons plutôt. Depuis 2011, le Togo mise sur la contribution des agents de santé communautaires pour atteindre la couverture sanitaire universelle d'ici à 2030. Plusieurs initiatives ont été prises pour concrétiser cette vision, d'où cette rencontre de Lomé pour un partage d'expériences entre les agents de santé communautaires venus de 9 pays de l'Afrique francophone et des experts de haut niveau. Le Togo, depuis 2011, a commencé à donner aux agents communautaires la possibilité, l'autorisation d'administrer des injectables, contraceptifs injectables aux villageois. Beaucoup de pays sont venus maintenant à prendre cette stratégie. Beaucoup l'ont adapté, mais pour le moment, je ne pense pas que dans aucun pays de l'Afrique de l'Ouest, ça s'était fait dans tout le pays entier. C'est toujours des petits projets pilotes par-ci et par-là. C'est pour ça qu'on se dit qu'il faudrait qu'on accélère cette implication des agents de santé communautaire pour qu'on atteigne la couverture sanitaire universelle. Les échanges vont permettre aux uns et aux autres de maîtriser la place des agents de santé communautaire et leur contribution aux services de santé de qualité et accessibles à tous dans la sous-région. Cette rencontre est soutenue par le gouvernement américain à travers l'USAID. À terme, elle devra permettre aux participants d'accompagner leurs États respectifs dans la mise en œuvre des politiques de santé. Il s'agit d'optimiser l'utilisation des agents de santé communautaire pour dispenser toute gamme de services préventifs, curatifs et promotionnels. Au niveau de l'Afrique subsaharienne, particulièrement en Afrique de l'Ouest francophone, les agents de santé communautaire, on l'a vu, jouent un rôle prépondérant dans l'amélioration des soins de santé dans les communautés, particulièrement les communautés les plus reculées et les plus vulnérables. Il crée un lien fort entre le système de santé et les communautés. Et je pense que c'est ce que nous recherchons pour adhérer et avoir l'adhésion effective des communautés à nos stratégies. Il est davantage nécessaire de travailler à une réelle autonomisation des communautés, en consolidant le rôle des agents de santé communautaire. À cet effet, un changement de politique est impératif pour engager plus de financement public et domestique afin de renforcer le rôle des agents de santé communautaire en tant que partie intégrante du système de santé.
Le gouvernement des États-Unis, à travers l'USAID, est heureux de soutenir ces efforts et sera toujours à vos côtés. Selon l'OMS, 18 millions d'agents de santé manquent aujourd'hui pour mieux satisfaire les besoins de santé des populations. Les agents de santé communautaires restent un maillon essentiel à valoriser pour accélérer la couverture sanitaire universelle à l'horizon 2030. Et c'est là-dessus que prend fin cette édition. Merci pour votre aimable attention. Le programme se poursuit sur BB24.